BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité, c'est Bénédicte Lienard, ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Marie Warnant, Peace and Freedom, c'est un choix qui a une signification? Alors d'abord, c'est une artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est un talent de la Fédération, mais aussi c'est une thématique qui, en tant que ministre des droits des femmes, m'interpelle particulièrement, puisque c'est la question de l'égalité des genres. Et donc ça me semblait utile de pouvoir mettre ceci en exergue. Voilà, on y reviendra probablement dans le courant de cette interview. On va commencer par la décision du ministre président en charge de la culture au sein du gouvernement flamand, Jan Jan Bon, de couper dans ses subsides à la culture flamande. Est-ce que vous le comprenez ? Alors c'est interpellant. À ce stade, c'est une décision qui a été prise dans un cadre purement budgétaire. Et donc, j'ai demandé à mon administration de se mettre en contact avec l'administration flamande, de la Vlaamse Gemeenschap, pour voir un petit peu quels étaient les impacts pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Donc interpellant, on sent la prudence parce qu'on ne commente pas ce qui se passe de l'autre côté de la frontière linguistique. Chaque région est maître chez elle. Alors d'abord, chacun est maître chez soi, mais surtout, je suis toujours prudente dans mes commentaires quand je n'ai pas toutes les informations sur un sujet. Et donc la question première aujourd'hui, c'est d'aller voir quel sera réellement l'impact, par exemple, sur les événements ou les infrastructures bicommunautaires. Alors, on sait qu'il y a une réduction 3% ou 6% des frais de fonctionnement pour un certain nombre de grandes institutions, mais on sait aussi qu'il y a quand même une diminution drastique, 60% en moins, pour les aides à projets. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur la scène culturelle bruxelloise, notamment, où on sait qu'il y a un certain nombre de productions qui ont des subsides à la fois du côté francophone et du côté néerlandophone? Vous avez déjà une photographie de la question ou pas encore? Je n'ai pas une photographie complète. Par contre, clairement, quand on diminue des budgets, il y a une incidence. Donc, Bruxelles est une entité où, en fait, Bruxelloises et Bruxellois se définissent d'abord comme Bruxelloises et Bruxellois, pas comme relevant de telle communauté ou d'une autre. Et donc, clairement, il y aura une incidence. Il faut maintenant évaluer quel sera cet impact. Pour les institutions qui sont cofinancées, on pense à Flaget, par exemple, on pense à d'autres. Vous allez devoir pallier à la baisse de la subvention flamande ou les institutions vont devoir se débrouiller avec ce qu'il y aura comme argent? Alors à ce stade, il y a deux pistes, effectivement. Le budget 2020 flamand prévoit que ce soit déjà d'actualité en 2020. C'est très très court pour des programmations culturelles. Est-ce que certaines vont être annulées ou pas, reportées ou pas? Il faudra voir ce que ça a comme impact. Est-ce qu'on va devoir pallier? C'est une autre question. La première chose, c'est vraiment d'identifier quel va être l'impact. Flaget, par exemple, on ne sait pas encore si le budget va être impacté ou pas parce que c'est une ligne budgétaire spécifique. Ouais, mais donc vous avez les moyens de jouer les pompiers ou les roues de secours de la région flamande à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Donc vous connaissez le budget de la Fédération tel que moi, il est difficile. Par contre, la volonté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est d'investir dans la culture. La culture n'est pas vue comme une dépense dans notre feuille de route, mais comme un investissement. Clairement, le budget de la Fédération 2020 a été reconduit et on a même dégagé des moyens supplémentaires de 5 millions pour les décrets socioculturels, c'est-à-dire les centres culturels et les bibliothèques. Ouais, on avait Delphine Houba, qui est l'échevine de la culture de la ville de Bruxelles à ce micro, c'était lundi. Est-ce que vous dites quand même, je vais essayer de voir pour un projet qui me tient particulièrement à cœur ou une institution que je jugerais particulièrement importante, je vais essayer de voir si je peux dégager une petite marge budgétaire pour aider et pallier au retrait flamand dans certains cas, ou ce ne sera pas possible pour vous? À ce stade, je préfère voir ce qu'il en est de l'impact, mais la ligne de la Fédération, c'est de travailler à l'accessibilité de la culture. C'est ce qui traverse notre ligne de notre chapitre culturel. Et donc, c'est privilégier la culture de proximité, l'accessibilité pour les publics les plus éloignés, donc la culture pour tous, pour toutes, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine, quel que soit le niveau social, mais aussi faire en sorte qu'on privilégie la culture qui va à la rencontre des citoyens. Donc, ça veut dire dans les écoles, dans les maisons culturelles, auprès de publics qui sont un peu défavorisés. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément d'argent pour aider des projets que la Flandre n'aidera plus. Et donc, à ce stade, je préfère réserver ma réponse pour voir quel sera l'impact. Mais clairement, il y aura une solidarité avec le monde culturel flamand qui est très inquiet. Et donc, Bruxelles, c'est Bruxelles. Ils sont encore en train de manifester devant le gouvernement flamand. Ils peuvent venir taper à votre porte ou c'est pas la peine? Quiconque vient taper à ma porte, je les rencontre de toute façon. C'est ma façon de travailler, la concertation est importante. Bruxelles a une spécificité et j'entends défendre la spécificité de Bruxelles. Alors cette pression budgétaire sur la culture, elle existe en Flandre. Est-ce qu'elle existe aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles? Est-ce que vous avez dû vous battre pour préserver votre budget? Est-ce que vous avez l'assurance que ce budget ne sera pas une variable d'ajustement au cours de la législature? On a travaillé tout à fait
de manière différente en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire qu'on a décidé que les budgets, même 2020, étaient reconduits de manière technique parce qu'on met la priorité sur le projet. Et le projet arrivera dès les travaux sur le budget ajusté, les travaux qui vont arriver très très tôt en 2020. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va revoir les choses. Mais je n'ai pas du tout senti une volonté de mettre à mal le budget culture. Vous avez un accord avec vos partenaires, vous êtes écolo, hein, vous avez un accord avec vos partenaires libéraux et socialistes qu'on va sanctuariser le budget de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles ou il faudra se battre année après année? À ce stade, aucune compétence chez personne n'est sanctuarisée. Par contre, il y a des priorités dans la feuille de route et la culture en fait partie. Est-ce qu'il y a une sous-représentation des femmes dans la culture? C'est une vraie question et une bonne question. Il y a effectivement un problème de genre dans la culture. Ce n'est pas le seul secteur. Dans les filières culturelles ou artistiques, 7 étudiantes pour 3 étudiants. Donc 7 filles pour 3 garçons. Quand on regarde les spectacles à l'affiche, que ce soit du théâtre ou autre chose, on a le sentiment que c'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a effectivement une érosion. La plupart des étudiants artistiques sont des étudiantes, vous venez de le dire. On voit que dans les fonctions de direction, dans les fonctions de création, les créatrices, les réalisatrices existent très peu. On voit qu'il y a des inégalités en matière de promotion. Et donc, clairement, il y a un chantier à ouvrir. Et avec ma casquette, non seulement de ministre de la Culture, mais ministre des Droits des Femmes, j'ai des gens dans mon cabinet qui vont s'atteler à ça. En concertation avec le secteur. Ça veut dire quoi, un chantier à ouvrir, Bénédicte Linard? C'est-à-dire que vous allez prendre des mesures correctrices, que vous allez lier parfois les subventions à la présence de femmes dans un conseil d'administration ou à la mise en scène dans un théâtre? Il y a un horizon s'étendre vers la parité, qui ne sera même pas le rapport idéal par rapport au nombre d'étudiantes, mais en tout cas tendre vers la parité, et on prendra les mesures qu'il faudra, mais il y a plusieurs chemins. Mais ces mesures, elles peuvent être coercitives ou pas? Bien sûr qu'elles peuvent être coercitives. Par contre, ce n'est pas moi toute seule dans ma tour d'ivoire qui vais décider quoi que ce soit, ça se fera en concertation avec le secteur. Il y a déjà eu des avancées dans certains secteurs, parfois plus chez les uns que les autres, mais on doit continuer d'avancer. La prochaine fois qu'il y aura un directeur d'un grand théâtre public à nommer, à compétences égales, ce sera une femme qui sera nommée? Je ne sais pas si ce sera une femme, mais en tout cas, on fera en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui puissent l'être. Ouais, donc ça, vous allez y être attentive. Bien sûr. Ouais. Vous êtes aussi ministre de la petite enfance. De l'enfance même, puisque ça va même jusqu'à 18 ans. Il y a une grande réforme qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la réforme de la petite enfance avec l'ONE. On va devoir avoir des diplômes un peu plus élevé pour être puériculteur, puéricultrice ou directeur, directrice de crèche. Pourquoi est-ce qu'il fallait changer et est-ce que ça va laisser des gens sur le carreau? C'est la crainte dans le secteur, notamment dans les crèches privées où on dit oula, avec ces nouveaux diplômes exigés, il y en a qui vont pas pouvoir garder leur poste. C'est exact ou pas? C'est pas tout à fait exact. Donc, en fait, cette réforme a été votée sous la législature précédente, avec quelques concertations quand même qui ont eu lieu, mais qui se sont faites très, très, très vite. Et donc, ma première démarche, c'est d'aller recommencer un tour de concertation, parce que quand on lance une réforme, il y a toujours des maladies de jeunesse. Je vais répondre précisément à vos questions. En matière de formation, et ça je n'en démords pas, et je pense que la plupart des partis, en tout cas, qui ont voté cette réforme étaient d'accord. On doit augmenter le niveau de formation des personnes qui encadrent les tout-petits. Donc ça, on ne reviendra pas en arrière. Et donc, on ne reviendra pas en arrière sur l'augmentation de la formation, c'est au profit de la qualité de l'accueil. Par contre, il y a des questions qui se posent du côté technique, il y a des questions qui se posent pour certains milieux d'accueil. Et donc, je voudrais rassurer le secteur dans un premier temps. Il y a beaucoup d'inquiétudes d'abord qui viennent d'une non-information ou d'une non-connaissance. Il faudra avoir au moins 14 enfants pour avoir le statut de crèche. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, une façon de créer des places supplémentaires, c'est aussi de faire en sorte que les enfants doivent être accueillis par tranche de 7. Et donc, c'est le niveau de 14 qui a été retenu pour une crèche, mais attention, cette réforme se fait dans le temps, et donc il y a des mesures transitoires, donc la réforme ne prendra son plein effet qu'en 2025, avec des dérogations possibles. Et ce qui intéresse les parents, est-ce que ça va simplifier la vie des parents pour trouver une place en crèche, et il y aura plus de places en crèche ou dans l'accueil à domicile à terme? Alors la réforme travaille justement au fait d'augmenter le nombre de places. Ce n'est pas le seul projet qui permet ceci, il y a aussi les plans Cigogne, qui permettent d'augmenter le nombre de places, ces plans continuent. Mais cette réforme permet aussi d'augmenter très fort l'accessibilité des personnes les plus précarisées, des enfants les plus précarisés. On va marquer une pause dans cette interview. On va écouter le journal et on vous retrouvera juste après. BX1+,
L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve Bénédicte Linard, ministre de l'Enfance et de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les étudiants qui manifestent devant le siège de votre gouvernement, ils seront reçus par Valérie Glatini, donc qui est en charge de l'enseignement supérieur tout à l'heure. Vous leur dites quoi? Oui, on vous comprend, mais non, on n'a pas de sous. Alors d'abord, ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs puisque je suis passée par là aussi à une autre époque. Et donc, je partage leur constat. Il y a une précarité croissante chez les étudiants avec un besoin de devoir faire face à des situations financières très compliquées. Et donc, la réponse est... On partage les constats et d'ailleurs la ministre va leur dire ça, mais aussi qu'on a certaines solutions et qu'on a déjà prévues dans le budget de la Communauté française, enfin de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par exemple, en matière de subsides sociaux, il y a des budgets supplémentaires qui sont prévus pour aligner les subsides sur les hautes écoles par rapport aux étudiants des universités. Il y a aussi le chantier de l'allocation qui va être revu et il y a aussi du financement pour du refinancement de l'enseignement supérieur qui n'est pas destiné uniquement aux étudiants, mais en tout cas il y a des mannes financières qui sont prévues. Donc les allocations, les bourses, ça va être remis à plat. Il y aura des modifications dans les années qui viennent. Tout à fait, c'est prévu par notre feuille de route, la DPC. Vous entendez bien avec Pierre-Yves Géolet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Je dois dire que je m'entends avec tous mes collègues et ce n'est pas du tout de la langue de bois. Vraiment, on travaille très bien ensemble. Pourquoi est-ce qu'il a dit, lorsque vous vous êtes prononcé en faveur du rapatriement des enfants belges qui sont actuellement dans des camps en Syrie parce qu'ils sont les enfants de combattants djihadistes partis combattre là-bas pour l'État islamique, pourquoi, quand vous vous êtes prononcé pour leur rapatriement le plus rapidement possible, comme le demande le délégué général aux droits de l'enfant par exemple, il a dit que vous êtes exprimé à titre personnel et que ça n'engageait pas son gouvernement? Mais donc en fait, on a abordé cette question de manière plus générale en gouvernement, c'est comment est-ce qu'on s'exprime vis-à-vis des niveaux de pouvoir différents. Et donc, tant que ce n'est pas une décision prise par le gouvernement, le ministre peut s'exprimer à titre personnel. Et donc, c'est ce que j'ai fait sur ce sujet-là. Ouais, donc il vous a tensé un peu publiquement et un peu inutilement, c'est ça que je dois comprendre? Non, pas du tout. Je ne l'ai pas du tout pris comme ça. C'est en gouvernement. On a une discussion beaucoup plus large que sur ce sujet-là. Quand on dit d'un ministre qui s'exprime à titre personnel, ça veut dire qu'il n'engage pas le gouvernement et qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec sa position quand même, Bénédicte Linard. Et donc, on a aussi discuté dans cette discussion-là de comment on pourrait travailler au rapatriement des enfants, mais ça relève de... La compétence du fédéral. Non, le rapatriement des enfants, l'accueil une fois qu'ils sont chez nous, ça relève de la fédération, mais c'est extrêmement compliqué. Et donc, on veut permettre que si ça arrive, ça se passe de manière très sereine. Sur le fond, il faut les rapatrier, ces enfants, il y a urgence. On sait qu'il y en a une quarantaine à peu près. Ah ben clairement, les enfants sont en situation de danger. Et donc, à titre personnel, je le redis, il faut rapatrier ces enfants. Pourquoi est-ce que la Belgique et l'État fédéral traînent tant alors? Je le dis, et je l'avais déjà dit en son temps, même si ce n'est pas ça qui est sorti dans la presse, c'est une situation qui est compliquée. Il ne faut pas laisser croire que c'est facile à gérer. Et l'Europe a un rôle à jouer en la matière. Et donc, chacun doit pouvoir avancer le plus loin possible avec l'objectif, toujours, l'intérêt supérieur des enfants. Ouais. Ce week-end, ce sera les 30 ans de la Déclaration universelle des droits de l'enfant. C'est notamment un des textes qu'on utilise dans ce débat sur le rapatriement des enfants. C'est un texte qui reste important. Il faut continuer à en faire la publicité. C'est très important de marquer des anniversaires, c'est un peu comme la chute du mur de Berlin, parce que ça permet de remettre les choses en perspective. Et donc ce week-end, partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais même encore pendant les semaines à venir, pendant tout le mois de novembre, il y a des événements qui commémorent cette convention. Et c'est important de remettre l'intérêt supérieur, les droits de l'enfant en avant, aussi dans les politiques. Et c'est ce qu'on a choisi de faire dans notre feuille de route en Communauté française, avec un point d'exergue pour des activités dimanche autour de Flagey, dans et autour de Flagey, entièrement gratuit pour les enfants de 0 à 18 ans, qui sont organisés par et pour les enfants. Et c'est exactement dans le fil de ce qu'on se trouve dans la Convention. Et la délégation aux droits de l'enfant, donc le délégué général aux droits de l'enfant, une institution de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est une institution qui fonctionne, qu'on va continuer à encourager dans les années qui viennent dans ce cadre-là? Ah ben effectivement, c'est indispensable. Merci Bénédicte Linard d'avoir été l'invité de BX1, d'avoir testé cette formule sur BX1, donc la télévision régionale de Bruxelles. Je rappelle, vous êtes wallonne, mais donc vous vous occupez aussi de Wallonie, même si, et vous avez été enseignante en région bruxelloise. Oui, j'ai habité 20 ans à Bruxelles quand même, donc à Anderlecht. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup.